Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique, votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois, a clos sa réunion de cette session annuelle. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré les journalistes chinois et étrangers à la fin des 2 sessions annuelles. Les négociateurs du gouvernement syrien refusent de discuter directement avec les membres de l'opposition lors des pourparlers de paix à Genève. En région parisienne, 4 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête pour suspicion de passage à l'acte terroriste. Et les responsables de la Réserve fédérale américaine revoient à la baisse la hausse des taux d'emprunt de cette année. L'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois, a clos sa réunion de cette session annuelle. Les législateurs chinois ont avalisé 9 documents, y compris le projet de résolution sur le rapport de travail du gouvernement et le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social. Le plus haut corps législatif a aussi approuvé le projet de développement économique et social du pays pour la période 2016-2020 qui fixe la moyenne de croissance économique annuelle au-dessus de 6,5% pour les 5 prochaines années. Le président du comité permanent de l'APN, Zhang Dejiang, présidait la réunion. La réunion a examiné et approuvé la loi sur la philanthropie, qui est fondamentale et globale dans la construction de notre système philanthropique. Elle apporte une importante base légale pour faire avancer les valeurs fondamentales socialistes et les vertus traditionnelles chinoises, ainsi qu'elle promeut le développement sain de la philanthropie en Chine. Nous devons étudier et promouvoir la loi, être bien préparés en amont de la mise en œuvre de la loi et prendre cette mise en œuvre comme une opportunité pour accroître le développement de la charité en Chine et hisser la construction de la loi caritative à un nouveau niveau. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré les journalistes chinois et étrangers. Après la fin des 2 sessions annuelles, il a répondu à des questions sur la croissance chinoise, l'administration et la stabilité régionale. Plus de 900 journalistes, tous en attente de réponses à leurs questions concernant l'économie et les questions sociales. Pendant 90 minutes, le Premier ministre Li Keqiang a confirmé la détermination de la Chine à soutenir l'économie réelle, disant qu'il y avait plus d'opportunités que de défis. En effet, l'économie de la Chine a été profondément affectée par le ralentissement de l'économie mondiale. En même temps, l'économie chinoise traverse une période de transformation structurelle. Mais le futur de l'économie chinoise est encore prometteur, parce que le marché chinois est rempli de potentiel. Notre peuple est créatif et la réforme de l'offre ainsi que l'urbanisation vont permettre de donner une dynamique interne à notre marché. Le Premier ministre reconnaît que certaines mesures du gouvernement ont empêché le développement des forces productives. Il dit que c'est la raison pour laquelle les procédures administratives seront allégées et déléguées à des niveaux inférieurs. La simplification administrative et la délégation des pouvoirs est la clé de la transformation des fonctions gouvernementales. Il y a 3 ans, à la même occasion, j'avais promis que ce gouvernement allait faire baisser du tiers le nombre de produits qui requièrent une approbation du Conseil des affaires d'État. Nous avons presque rempli cet objectif. Notre but est de fournir aux entreprises et aux particuliers des procédures administratives simples et efficaces. 2016 n'est qu'un début. Le président Xi Jinping avait déjà affirmé que la croissance économique devrait tourner autour d'au moins 6,5% durant le plan quinquennal. Cette assertion a été reprise par le Premier ministre Li dans son rapport de travail. L'objectif est l'édification d'une société de moyenne aisance, telle que soulignée par le plan quinquennal. Et passons maintenant à notre rubrique spéciale, les 2 sessions dans la presse, présentée par Sully.
Bienvenue dans cette rubrique Les deux sessions dans la presse qui se veut un tour d'horizon de ce qui s'est décrit dans les médias sur cet événement. Les deux sessions politiques nationales se sont terminées mercredi. C'est maintenant le temps des bilans pour les médias chinois. Le quotidien Economic Daily a passé en revue les 14 mots-clés concernant la vue du peuple qui ont été à maintes reprises mentionnés par les membres et les députés. L'éradication de la pauvreté vient en première place. Le journal a cité le directeur de la Commission nationale pour le développement et la réforme, Xu Shaoshi, qui considère la lutte contre la pauvreté comme la priorité du gouvernement. L'emploi est le deuxième mot-clé. Parmi tout ce qui s'est dit sur la question de l'emploi, le Economic Daily a encore cité Xu Shaoshi qui rassure que la restructuration en cours des entreprises chinoises ne causera pas une deuxième vague de licenciements massifs. Il a ensuite été question de l'impôt sur le revenu. Le ministre des Finances, Lou Jiwei, affirme que la simple augmentation du seuil d'imposition pourrait causer certaines injustices et des réformes visant à établir un système d'imposition plus rationnel ont été soumises à l'APN. Vient ensuite le revenu des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Han Changfu, admet que la mission d'augmenter le revenu des agriculteurs durant le 13e plan quinquennal n'est pas facile. Il a proposé 5 voies, dont l'intégration des zones rurales et urbaines et des politiques favorables. Quant à la sécurité alimentaire, la détermination du gouvernement est très ferme avec ces phrases bien rassurantes de M. Ram. Même si nous ne pouvons pas éradiquer complètement les problèmes de sécurité alimentaire, notre attitude doit démontrer un niveau de tolérance zéro. L'autre mot-clé, la santé. Ces 2 dernières sessions politiques ont été marquées par le concept de l'intégration du traitement, de la prévention et de la pension. Quant à l'éducation cette année, la justice éducative reste un thème de prédilection. Le ministre de l'Éducation, Yuan Guiren, affirme que les politiques vont plutôt pencher sur les régions rurales et sur les enseignants dans ces régions. L'autre sujet chaud, la pollution. Le ministre de la Protection environnementale, Chen Zining, souligne les efforts considérables du gouvernement pour lutter contre ce fléau qui ont déjà porté fruit. Mais il faut du temps. Le Economic Daily a aussi présenté d'autres mots clés abordés lors des 2 sessions, comme le développement vert, le prix de l'immobilier, l'ouverture des quartiers, le réaménagement des quartiers délabrés, la politique du 2e enfant, etc. En révisant ces sujets qui touchent directement la vie du peuple, on s'aperçoit que les sessions annuelles politiques en Chine, ce n'est pas seulement la langue de bois. C'est toute l'intelligence politique chinoise rassemblée en quête d'une meilleure vie pour le peuple. Les 2 sessions sont une fenêtre d'observation sur la Chine pour le monde. Cette année marque la première année du 13e plan quinquennal de Chine. 3200 journalistes chinois et étrangers ont participé aux 2 sessions de cette année, dont plus de 1000 journalistes étrangers venant de 234 agences de presse de 65 pays. Un article de l'agence de presse Xinhua s'est intéressé à la participation des journalistes étrangers dans les 2 sessions. Le nombre de journalistes japonais est de 272 contre 200 l'année dernière. Celui des journalistes britanniques est de 115 contre 50 l'année dernière. Et du côté des États-Unis, toujours 200, alors que la France et l'Allemagne ont envoyé plus de 50 journalistes. Plus de 9 versions du rapport d'activité du gouvernement chinois ont été réservées aux journalistes. Mais la plus populaire est la version chinoise. Cela montre la forte capacité des journalistes étrangers à lire en chinois. Pour bien faciliter la réalisation des reportages de ces journalistes étrangers, le centre de presse offre également un service de demande en ligne. Les journalistes de Reuters et de Bloomberg ont réussi à interviewer certains députés grâce à cette plateforme. Et durant les conférences de presse, les journalistes de la presse étrangère comme Reuters, Bloomberg, le New York Times, le Financial Times, le Wall Street Journal et CBS ont eu l'occasion de poser des questions. Un autre groupe de journalistes a été également présent durant plusieurs conférences de presse. Ils viennent des centres sino-africains et sino-sud-asiatiques, des échanges des infos, et se sont intéressés à la politique du 2e enfant, au développement économique, à la réforme judiciaire ainsi qu'aux coopérations bilatérales.
Voyons ensuite un article de Cancao Xiaoxi dans lequel les médias américains ont donné leur point de vue sur la réforme des entreprises d'État. Bloomberg a publié un article sur la déclaration du directeur de la commission de gestion et de supervision des propriétés d'État du Conseil des affaires d'État. Selon Bloomberg, la réforme approfondie doit prendre en considération un développement équilibré, surtout la protection des intérêts des employés. Il a également souligné la baisse du surplus industriel de certains secteurs et la hausse des efforts dans d'autres secteurs comme l'aérospatial, l'électronucléaire, le TGV, les énergies renouvelables et les réseaux électriques intelligents. Cancao Xiaoxi a aussi cité un article du Wall Street Journal en disant que dans le cadre de la réforme des entreprises d'État, le gouvernement chinois pensera tout d'abord à la fusion et aux acquisitions pour baisser le risque des faillites. Cet article a montré les réussites de la fusion des 12 grandes entreprises d'État au cours de l'année dernière. Il s'agit des industries énergétiques et du transport. Selon cet article, augmenter davantage les performances des entreprises d'État est une priorité pour le gouvernement chinois. Cette série de réformes des entreprises d'État vise des profits de 30% d'ici 2020 au gouvernement. Jusqu'à présent, le plus grand taux de profit a été de 25%. Et pour finir, un sujet sur la protection environnementale qui intéresse le journal Global Times. Son article commence par le titre d'un reportage de l'Associated Press intitulé « Selon le gouvernement chinois, malgré le ralentissement de la croissance économique, la Chine ne cherchera pas une croissance économique au détriment de l'environnement ». Dans cet article, il a cité les points de vue de plusieurs médias sur la protection environnementale en Chine. Selon le site internet américain CNBC, la Chine essaie depuis plusieurs années de trouver des façons d'améliorer ses performances économiques en donnant plus d'importance au secteur de la consommation et des services au lieu de son industrie lourde. En même temps, la nouvelle classe moyenne fait très attention à la protection environnementale. Selon le site internet russe Zoom, le 13e plan quinquennal prévoit d'abaisser la proportion de l'industrie dans toute l'économie nationale et s'engage dans le développement des hautes technologies. Pour la protection environnementale, la Chine a décidé d'employer les énergies renouvelables comme le soleil et le vent. Selon le journal allemand Berlin News, la baisse d'1,8 million d'employés des secteurs de l'acier et des mines fait partie des politiques de la Chine pour la protection environnementale. La moitié de la capacité installée des sources d'énergie éolienne vient de Chine. Et d'ici 2020, la capacité installée des sources d'énergie solaire atteindra 1 million de mégawatts. Beijing a fixé un objectif de la vente de 5 millions d'automobiles de nouvelle énergie d'ici 2020. Selon le journal anglais The Guardian, la quantité des émissions de carbone en Chine atteindra bientôt son apogée. En Chine, l'utilisation des énergies renouvelables remplacera sa dépendance au charbon. Sa consommation en charbon en 2015 a baissé de 3,7% par rapport à la même période l'an dernier et celle de 2014 a également baissé de 2,9%. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie dédiée à l'actualité internationale. Tout d'abord, les négociateurs du gouvernement syrien ont écarté la possibilité de discuter directement avec les membres de l'opposition lors des pourparlers de paix qui se déroulent à Genève. Ils ont même qualifié leur négociateur en chef de terroriste. Le rejet de pourparlers directs complique la tâche des médiateurs de l'ONU alors que les discussions se poursuivent pour une troisième journée sans qu'il n'y ait de véritable espoir de déblocage. Les détails dans notre reportage. L'espoir d'arriver à un accord est aussi incertain que le ciel de Genève. Le rejet de pourparlers directs par le gouvernement syrien est une indication du fossé qui sépare les deux côtés. Nous, en tant que délégation syrienne, nous ne sommes pas honorés de nous asseoir avec des terroristes pour des pourparlers directs. Le chef de la délégation de l'opposition, Mohamed Alouche, est un terroriste qui appartient à une organisation terroriste. Mohamed Alouche, qu'on voit ici à droite, est le dirigeant de l'aile politique du groupe rebelle Jaïch al-Islam. Il est à Genève en tant que négociateur en chef de la coalition de tous les groupes d'opposition syriens. Ce plus récent échec dans les pourparlers intervient alors que des avions de transport militaire russes ont quitté la Syrie et que Moscou diminue le soutien de ses forces armées au président syrien Bachar al-Assad.
Le gouvernement syrien prétend de son côté que les Russes ne font que redéployer leurs effectifs. Dans un contexte plus large, les tensions que crée le conflit dans la région ne fait aucun doute à Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse la Turquie de menacer le processus de paix en s'attaquant aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Les gestes de la Turquie sapent les efforts de l'ONU, menacent le cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide humanitaire et le début du processus de paix. Le président turc Recep Tayyip Erdogan y est allé d'une déclaration du même genre en accusant Moscou de livrer des armes à des groupes terroristes en Syrie. Ces bruits ne sont pas simplement une distraction pour les négociateurs à Genève. Ils sont l'incarnation de l'impact à l'échelle internationale de 5 années de conflit en Syrie et de la distance qui sépare les deux camps. Le processus de paix est quelque chose qui peut parfois donner des frissons. Et malgré un fragile cessez-le-feu, des civils continuent d'être blessés quotidiennement en Syrie. Et ils viennent de s'ajouter aux milliers de victimes qu'ont fait ces 5 années de conflits armés. Pour des raisons de sécurité et de manque de matériel, nombre d'entre eux sont transférés en Turquie pour être soignés. Tandis que le pays s'enlise dans un conflit qui dure maintenant depuis 5 ans, combattants et civils continuent de faire les frais de la violence qui fait de nombreuses victimes en Syrie. Ceux qui survivent aux bombardements ou aux attaques font partie des plus chanceux, mais ils doivent faire face à une nouvelle épreuve, leur prise en charge médicale. Ahmed, 20 ans, a combattu pour l'armée syrienne libre. Il a été touché par balle à l'épaule lors d'une embuscade tentue par les membres du gouvernement syrien en février. Il a fallu 2 heures à mon équipe pour me secourir. J'ai dû ramper sur 2 kilomètres afin d'atteindre une zone non surveillée. J'avais perdu conscience lorsque j'ai atteint l'hôpital de Tel Rafat. Après sa blessure, Ahmed, comme beaucoup d'autres Syriens, ont été acheminés à travers la frontière jusqu'à Kilis, où il a reçu des soins dans l'hôpital qui se trouve derrière moi. La situation est très différente pour ceux qui restent en Syrie. Les hôpitaux et autres cliniques de Syrie ne peuvent pas prendre en charge tous les blessés car ils sont eux-mêmes sous le feu. Certains ont été bombardés à plusieurs reprises. Toutefois, deux blessés traversant la frontière turque n'est pas aussi chanceux qu'Ahmed. Cet ancien chauffeur a été touché par un éclat de missile lors d'un bombardement tandis qu'il se trouvait dans un parc d'Alep. Après avoir subi une intervention en Turquie, son calvaire continue. Je n'ai pas d'argent et je ne peux plus en gagner puisque j'ai désormais besoin d'un fauteuil roulant pour me déplacer. La lutte continue en Syrie et les sirènes sont devenues un son familier à la frontière entre la Syrie et la Turquie. La cellule antiterroriste des forces de l'ordre françaises a procédé à l'arrestation de 3 hommes et d'une femme suspectés de préparer une attaque à Paris. Le ministère de l'Intérieur a expliqué que plusieurs sources indiquaient que l'un des individus pouvait avoir des liens avec le groupe État islamique et était susceptible de commettre des actes violents. Le ministère a précisé que des contrôles étaient en cours et a demandé à la population de rester vigilante. 74 personnes ont été arrêtées depuis le mois de janvier. La France est en état d'urgence depuis les attaques meurtrières de novembre dernier à Paris. La Cour suprême de justice du Pakistan a ordonné au gouvernement de lever l'interdiction de voyager prononcée à l'encontre de l'ex-président Pervez Musharraf. Cette décision permettra à l'ancien dirigeant de quitter le pays en attendant de se présenter devant la justice pour des accusations de trahison. Une juridiction provinciale avait autorisé Pervez Musharraf, souffrant de différentes maladies, de se rendre à l'étranger pour y suivre un traitement médical. Le gouvernement fédéral qui avait fait appel de cette décision a été débouté mercredi par la Cour suprême. Le parti politique favorable à l'ancien président a salué cette décision de justice tout en garantissant que Pervez Musharraf sera de retour dans 2 mois. Le président des États-Unis, Barack Obama, a nommé le juge de la Cour d'appel Merrick Garland au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. Âgé de 63 ans, Merrick Garland est présentement juge en chef de la Cour d'appel des États-Unis dans le district de Columbia. Il a été choisi pour remplacer le juge Antonin Scalia qui est mort le 13 février après plusieurs années de service au sein du plus haut tribunal du pays.
Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et les jugements de ce tribunal peuvent influencer le développement d'enjeux sociaux importants aux États-Unis. La mort du juge Scalia a mis fin de façon dramatique à la majorité de 5 contre 4 des conservateurs au sein du tribunal. Cette situation donne la chance au président Obama de faire basculer la balance du pouvoir en faveur des libéraux. Le juge Garland est le 3e magistrat nommé par le président Obama. Il avait déjà nommé 2 femmes, Sonia Sotomayor et Elena Kagan. Des responsables de la Réserve fédérale américaine ont réduit les prévisions sur les chances de la hausse des coûts d'emprunt cette année. Ils déclarent que le tableau morose de la croissance modifie leurs calculs. Reportage. À l'heure actuelle, la Réserve fédérale américaine ne relève pas son levier principal des coûts d'emprunt, connu comme le taux fédéral des fonds. Il demeurera dans la tranche d'un quart à 1,5%, signifiant une baisse continue des taux d'emprunt du dollar. Beaucoup estiment que le rythme des hausses de taux avancera à un rythme ralenti cette année, allant de 4 baisses à 2 hausses en 2016. Le comité s'attend à une évolution de la situation économique d'une façon qui garantira seulement des augmentations progressives du taux fédéral des fonds. Les prévisions interviennent en dépit d'améliorations continues sur le marché américain de l'emploi et de certains signes annonciateurs d'une hausse de l'inflation. La présidente Janet Yellen déclare que les responsables gouvernementaux avancent avec prudence en raison des risques émanant de l'économie mondiale. Je pense que cela reflète largement une projection ralentie de l'économie globale pour la croissance de l'économie mondiale à l'extérieur des États-Unis. Donc d'ici la fin de l'année, les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux soient relevés de seulement un demi-point de pourcentage et à un rythme progressif en 2017. Alors que les ventes de billets de cinéma aux États-Unis continuent de décliner, les studios hollywoodiens regardent vers l'Asie pour de nouvelles opportunités. Ils souhaitent non seulement attirer les amateurs de cinéma dans les salles, mais aussi capturer l'attention des joueurs pour avoir des sources de revenus supplémentaires. Aujourd'hui, une start-up hongkongaise cherche à supprimer le fossé entre la ville du rêve et les joueurs de la partie continentale de Chine. Avec un œil sur la Chine, 3 grands studios hollywoodiens ont décidé de prendre des participations dans une jeune entreprise de Hong Kong. Le créateur de jeux mobiles Fifth Journey a été fondé il y a tout juste un an par Eric Tan. Ancien cadre à Electronic Arts en Asie, Tan a été responsable de l'adaptation de Despicable Me Minion Rush pour la partie continentale de Chine. C'est l'une des plus performantes plateformes de divertissement interactif à entrer dans le marché. Les joueurs peuvent acheter des tickets de cinéma, des clips en streaming et même des objets comme des t-shirts et des jouets. Pour les fans, c'est très simple, c'est un guichet unique qui lie l'IP en un clic. Pour Hollywood, c'est une solution pour le divertissement où nous faisons converger tous les différents secteurs d'activité en une application. Les jeux représentent près d'un tiers des sources de revenus du cinéma et avec le secteur du jeu en ligne en Chine qui se développe à une moyenne de 30% par an depuis les 8 dernières années, ce n'est pas étonnant que Hollywood souhaite y prendre part. Le comportement de jeu des Chinois peut être très différent de celui des Occidentaux. Nous avons dû modifier la difficulté, nous avons dû changer certaines mécaniques de monétisation afin de nous adapter au goût local. Il y a des défis autour des plateformes. iOS et Google Play sont les principaux canaux de vente aux États-Unis, mais en Chine, il y a des centaines de plateformes différentes. Et donc, les producteurs américains vont probablement collaborer de plus en plus avec la partie continentale de Chine, ce qu'a déjà fait Hong Kong. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de films à succès de Hong Kong ont été coproduits avec l'industrie du cinéma de la partie continentale de Chine. Ce genre de mouvement s'oriente vers une direction, c'est toujours le divertissement et toujours pour le marché de la partie continentale. Une chose est sûre, Tinseltown va dérouler davantage de tapis rouges pour convaincre les clients chinois. Et chaque année, aux alentours du mois de mars, lorsque les arbres sont en fleurs, l'université de Wuhan accueille des visiteurs venus de toute la Chine. Les premiers sakuras de l'université de Wuhan ont été offerts par l'ancien Premier ministre Zhou Enlai en 1972. En 1982, afin de célébrer les 10 ans de l'établissement des relations diplomatiques, une entreprise japonaise a offert 100 plants de sakura. 10 ans après, un Japonais amoureux de la province du Hubei en a donné 200 autres.
En 2011, il y avait déjà plus de 1000 arbres, comprenant plus de 10 espèces de sakura. Chaque année, après la floraison des calicantes, les sakuras s'épanouissent successivement. Les fleurs brillent dans les monuments anciens et cela ne fait que rendre l'université de Wuhan plus charmante. Oui, c'est très beau ici. Les sakuras sont très jolis. Cela embellit le printemps. Je viens de Shanghai, il y a aussi de sakura à l'université Tongji, mais c'est différent d'ici. Ici, c'est plus beau, les monuments anciens, l'histoire et les fleurs, c'est impressionnant. Mis à part l'université de Wuhan, il existe aussi d'autres lieux pour admirer les sakuras, comme le parc de sakura du lac de l'Est, qui est l'un des 3 sites pour les sakuras les plus connus au monde. Construit en 1970, il y a plus de 45 espèces de sakura dans ce parc. Les premiers arbres sont venus du Japon en 1978 pour rappeler le début des relations diplomatiques. En plus des sakuras, on y trouve aussi un pavillon, un étang et un pont imitant le style de construction japonaise. Les visiteurs ont un peu l'impression d'être au Japon. Ce parc est assez délicat. Par rapport à l'université de Wuhan, les paysages sont plus grandioses. Maintenant, c'est la floraison. Ça nous donne plein de vigueur. La floraison des sakuras dure 13 à 20 jours. Si vous souhaitez admirer les plus beaux sakuras de Chine, ne tardez donc pas. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.